Bonjour et bienvenue à l'atelier Courtage immobilier commercial. Je me présente, Nicolas Rioux, je suis directeur des affaires juridiques à l'OACIQ et je suis en compagnie de mon collègue Patrick Hériard, ombudsman de l'OACIQ. Question d'intendance, pour ceux qui viennent de joindre à nous et qui sont titulaires de permis, notez que vous obtiendrez 2 unités de formation continue pour votre participation à l'après-midi complet qui inclut cet atelier, un panel de discussion et une conférence de Jean-François Ménard. Vous devrez sûrement rester branché jusqu'à la fin pour les obtenir. Chaque année, les agents d'info OACIQ répondent à des dizaines de milliers de demandes provenant du public et de titulaires de permis. L'objectif de l'atelier est donc de passer en revue quelques-unes des questions que vous posez le plus fréquemment à nos agents et de vous donner les réponses afin de vous outiller dans votre pratique. Vous êtes donc invité à vous prêter au jeu et à mettre à profit vos connaissances. Cependant, soyez sans crainte, il ne s'agit pas d'un examen et aucune réponse ne sera retenue contre vous. Durant l'atelier, nous allons vous poser différentes questions et énoncer des choix de réponses que vous verrez apparaître à l'écran de la plateforme. Vos réponses seront ensuite affichées à l'écran en temps réel et nous vous expliquerons ensuite quelle était la bonne. Si vous êtes en mode plein écran, on vous demande de revenir en mode présentation afin de pouvoir répondre aux questions. Pour ce faire, cliquez sur la petite flèche en bas à droite de votre écran. Si vous avez des questions d'ordre technique, nous vous invitons à cliquer sur le bouton « Des problèmes » que vous trouverez en dessous de l'écran dans lequel vous nous voyez. Nous vous demandons de ne pas inscrire vos réponses dans cette section, mais de bien utiliser la plateforme afin qu'on puisse les compiler. Dans cet atelier, on retrouve des titulaires de permis œuvrant dans le domaine de l'immobilier commercial. Les questions qui vous seront posées seront donc intimement liées à votre champ de pratique. Afin d'assurer que tout fonctionne bien, allons-y avec une première question test. Aimez-vous le chocolat? Choix de réponse A, oui. B, non. Je répète la question. Aimez-vous le chocolat? Choix de réponse A, oui. B, non. Alors, tout semble fonctionner. Alors, lançons-nous maintenant dans le vif du sujet. Première question. Si je représente l'acheteur par contrat de courtage, puis-je également faire une entente de rétribution avec le vendeur qui, lui, n'est pas représenté en matière commerciale? Alors, les réponses qui s'offrent à vous, A, non, car vous représentez l'acheteur. B, non, car vous n'avez pas de contrat de courtage avec le vendeur. C, oui, mais vous devrez le divulguer par écrit à votre acheteur. D, oui, mais la meilleure pratique est de signer un contrat de courtage achat avec la partie que vous représentez pour la rétribution. Alors, je répète les choix de réponse. A, non, vous représentez l'acheteur. B, non, vous n'avez pas de contrat de courtage avec le vendeur. C, oui, et vous devrez le divulguer par écrit à votre acheteur. Et D, oui, et vous devriez signer un contrat de courtage avec la partie que vous représentez pour la rétribution. On va attendre un petit peu, quelques temps. Laisser le temps aux gens de répondre. Et je pense qu'on est arrivé au maximum. Et bon, donc, la réponse, c'est D, oui, effectivement, mais ce qui arrive, c'est qu'ici, c'est possible dans ce cas-ci de le faire. La meilleure pratique consiste toutefois à signer un contrat de courtage avec le locataire ou l'acheteur, selon la situation, que vous représentez, et d'y prévoir une modalité quant à l'obtention d'une entente de paiement de la rétribution par le vendeur ou le bailleur. Votre entente de rétribution avec le vendeur ou le bailleur doit être conclue avant la rédaction de la promesse d'achat ou de location. D'ailleurs, une entente de rétribution dans ce contexte ne constitue pas un contrat de courtage puisque vous ne représentez pas le vendeur ou le bailleur dans ce cas-ci, mais bien l'acheteur ou le locataire. Elle doit par ailleurs être divulguée par écrit à votre client acheteur ou locataire. Si cela n'est pas déjà prévu dans votre contrat de courtage, en outre, parce que vous n'êtes pas partie à la promesse de location, votre rétribution ne doit pas y figurer. Il est à noter qu'un courtier représentant un locataire ou un acheteur ne peut conclure une entente de rétribution avec le vendeur ou le locataire
bien entendu si celui-ci est déjà représenté et a signé un contrat de courtage avec un autre courtier. Par ailleurs, dans un souci de renforcer la confiance du public et assurer une meilleure gestion des conflits d'intérêts, une réflexion quant à la double représentation est en cours en ce moment, ce qui pourrait apporter une évolution des règles applicables. Retenons que vous devez éviter de vous placer en situation de conflit d'intérêts et idéalement, vous signez un contrat avec une partie et devez accorder un traitement équitable à l'autre partie sans toutefois signer un contrat avec elle. Alors nous sommes maintenant à la question numéro 2. Alors voici, j'effectue une transaction en courtage locatif commercial qui implique une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de l'OACQ. La question est, puis-je partager ma rétribution avec lui? 2 choix de réponse. A, oui, dans le cadre d'une transaction en courtage location commerciale, il est permis de partager sa rétribution. Vous devez alors signer une entente de rétribution à l'avance avec la personne concernée et divulguer cette information à votre client. Ou alors B, non, cela, selon l'article 37 du règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité, un titulaire de permis ne peut partager sa rétribution avec une personne ou une société qui exerce ou tente d'exercer d'activités de courtier sans y être autorisé au Québec ou hors Québec. Alors je répète, puis-je partager ma rétribution avec une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de l'OACQ? A, oui. B, non. Alors, la réponse est A, oui. Dans le cadre d'une transaction en courtage locatif commercial, il est permis de partager sa rétribution. Vous devrez alors signer une entente de rétribution à l'avance avec la personne concernée et divulguer cette information à votre client. Selon l'article 37 du règlement sur les conditions d'exercice, un titulaire de permis ne peut partager sa rétribution avec une personne ou une société qui exerce ou tente d'exercer l'activité de courtage sans y être autorisé au Québec ou hors Québec. Cependant, dans l'état actuel des choses, il est possible, en courtage commercial locatif, de partager sa rétribution avec une personne non titulaire de permis qui représente un promettant locataire. Cette personne ne tente pas d'exercer l'activité de courtage sans y être autorisée en raison du champ d'application de la loi sur le courtage immobilier. Vous devriez cependant signer une entente de rétribution à l'avance avec la personne concernée et divulguer cette information à votre client. Par ailleurs, certaines démarches sont en cours visant à modifier la loi sur le courtage immobilier au niveau du courtage locatif. Le cas échéant, l'OACQ vous informera des changements qui pourraient s'opérer prochainement. Alors, passons maintenant à la question 3. Suis-je couvert par la police d'assurance du Fonds d'assurance responsabilité du courtage immobilier du Québec, le FARCIC, si j'agis comme intermédiaire pour la vente d'entreprise? 3 choix de réponse. A. Non, car la mise en marché d'une entreprise couvre des biens qui ne sont pas principalement immobiliers. B. Oui, seulement si l'actif est principalement immobilier. Ou C. Oui, la vente d'entreprise est couverte, peu importe la portion immobilière de la transaction. Alors, je répète la question. Suis-je couvert par la police d'assurance du FARCIC si j'agis comme intermédiaire pour la vente d'entreprise? Les choix de réponse. A, non, car la mise en marché d'une entreprise couvre des biens qui ne sont pas principalement immobiliers. B, oui, seulement si l'actif est principalement immobilier. Et C, oui, la vente d'entreprise est couverte, peu importe la portion immobilière. Il y a du mouvement dans les réponses. Très intéressant. Alors, maintenant, Patrick, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est oui, la vente d'entreprise est couverte, peu importe la portion immobilière. En fait, depuis le 1er mai 2021, alors qu'il n'y avait aucune protection jusque-là, les assurés bénéficient d'une sous-limite de garantie fixée à 1 million lorsqu'une transaction vise la vente d'une entreprise, peu importe le pourcentage de valeur de l'actif immobilier dans la transaction. Rappelons toutefois que certaines ventes d'entreprises pourraient être assujetties à des lois administrées par l'AMF, autrement dit l'Autorité des marchés financiers, ce qui pourrait engendrer des obligations additionnelles. Donc, on vous recommande de vous renseigner auprès de l'AMF.
Retenez également que si un courtier choisit d'agir à titre d'intermédiaire dans la vente d'une entreprise qui ne comporte pas d'immeuble, il doit se conformer à certaines règles déontologiques. En effet, le courtier qui agit en dehors des activités de courtage immobilier est toujours assujetti à certaines obligations déontologiques, notamment la prudence, la diligence, la compétence, la probité et l'esprit de la collaboration. Au même titre, vous êtes couvert en matière de courtage locatif commercial par le FARCIC, même s'il y a eu une déréglementation de cette activité en 2019, et cela puisque vous devez passer par l'entremise de votre agence pour réaliser ces transactions. Nous allons passer maintenant à la question numéro 4. Alors, dans cette question, nous avons une situation où mon fils souhaite acquérir un huitplex pour lequel je serai courtier inscripteur et dont la signature du contrat de courtage est prévue dans les prochains jours. Que dois-je faire? Première réponse possible, A. Accepter d'abord le contrat de courtage et y mettre fin si l'intérêt de mon fils se confirme en recommandant au vendeur de se faire représenter par un autre courtier. B. Suivant la prise du contrat de courtage, divulguer par écrit au vendeur que l'acheteur est mon fils. Ou C. Informer le client vendeur de mon impossibilité de le représenter et ne pas signer de contrat de courtage. Alors, la question, que dois-je faire dans ce cas-là? Accepter le contrat de courtage et y mettre fin si l'intérêt de mon fils se confirme pour la réponse A. B. Divulguer par écrit au vendeur que l'acheteur est mon fils. Ou alors, C. Ne pas signer de contrat de courtage. C'est intéressant, on voit c'est intéressant, oui. les réponses qui changent. Qu'en dis-tu, Nicolas? La réponse, c'est effectivement C, informer le client vendeur de mon impossibilité de le représenter et ne pas signer de contrat de courtage. Le courtier a l'obligation d'éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts, car c'est interdit par la loi, notamment l'article 2 du règlement sur les conditions d'exercice. Dans un tel cas, dès le départ, le courtier ne doit pas signer un contrat de courtage puisqu'il entrevoit déjà, avant la signature de celui-ci, un intérêt personnel pour une personne avec qui il est lié. Avant même la signature du contrat de courtage, le courtier a la possibilité d'éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts. Si toutefois l'intérêt du fils s'était présenté qu'après la signature du contrat de courtage, il faudrait aussi agir. Le courtier se retrouverait aussi en situation d'apparence de conflit d'intérêts. Et il est illusoire de penser que, dans cette situation, le courtier pourrait accorder un traitement équitable au fils et représenter en même temps le vendeur. Il y aura toujours apparence d'un conflit d'intérêts et il pourrait y avoir des conséquences déontologiques pour le courtier. Alors, quoi faire pour agir correctement dans cette situation? Évidemment, on ne peut pas laisser le client en plan. On lui explique la situation et on lui recommande d'être représenté par un autre courtier afin d'assurer que ses intérêts soient bien représentés. Les deux clients auraient alors l'avantage de recevoir des conseils indépendants en toute confiance. D'ailleurs, pour vous aider à fonder vos décisions, notamment sur le plan de la conformité, l'OACIQ a dévoilé la ligne directrice en matière de conflit d'intérêts que vous pouvez retrouver dès maintenant sur simbad.com. Elle comprend plusieurs mises en situation pour vous orienter dans vos décisions et vous présente les bonnes pratiques à adopter. Une section complète porte également sur les questions à se poser pour prévenir des situations de conflit d'intérêts. Nous vous suggérons de consulter cette section. Finalement, la formation obligatoire, principale catégorie d'obligations de conformité, version courtage commercial, sera offerte dans le cadre du cycle 2021-2023 du programme de formation continue, afin de vous aider à éviter de vous retrouver en situation de conflit d'intérêts, puisque c'est interdit par la loi. Alors, nous passons maintenant à la question 5. Que doit faire le courtier du vendeur qui constate que la personne qui souhaite présenter une promesse d'achat n'est pas autorisée à le faire car elle détient un permis restreint au courtage résidentiel? A. Premier choix de réponse. Le courtier doit représenter à son client toute promesse d'achat qui lui a été faite, donc devra continuer la transaction avec le représentant de l'acheteur. B.
Le courtier devra alors informer le vendeur, l'acheteur et le courtier de l'acheteur de la situation et qu'il agira dorénavant comme seul intermédiaire. Et C, le courtier ne présente pas la promesse d'achat puisque le courtier de l'acheteur n'est pas autorisé à exercer en courtage immobilier commercial. Alors, je répète le choix de réponse. A, le courtier doit représenter à son client toute promesse d'achat qui lui a été faite, donc devra continuer la transaction avec le représentant de l'acheteur. B, informer le vendeur, l'acheteur et son courtier de la situation et le fait qu'il agira dorénavant comme seul intermédiaire. Ou C, ne pas présenter la promesse d'achat. On voit que les avis sont partagés. Oui, mais je pense que B remporte la palme à cet égard-là. En effet, la bonne réponse, c'est B. En effet, le courtier du vendeur devra alors informer le vendeur, l'acheteur et le courtier de l'acheteur de la situation, soit la réception d'une promesse d'achat par une personne non autorisée et le fait qu'il agira dorénavant comme seul intermédiaire. En fait, un titulaire de permis doit vérifier le droit d'exercice d'une personne qui se présente comme courtier uniquement s'il a des doutes sur son droit d'exercice. Cette vérification peut être faite en demandant à la personne tout bonnement et tout simplement de lui présenter son permis, ce qu'elle est tenue de faire à toute fin pratique, ou en allant consulter le registre des titulaires de permis sur le site de l'OACQ. Parfois, la découverte au sujet du courtier et de l'acheteur arrive après la transmission d'une promesse d'achat. Le courtier du vendeur doit donc tout de même présenter à son client toute promesse d'achat qui lui a été faite, même si la personne qui l'a présentée au nom de l'acheteur n'est pas autorisée à le faire. Toutefois, il ne pourra pas continuer de transiger avec cette personne, mais il pourra poursuivre la transaction en agissant comme seul intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur, à moins, bien entendu, que l'acheteur ne se fasse représenter par un autre courtier. Le courtier du vendeur devra alors informer le vendeur et l'acheteur de la situation, soit la réception d'une promesse d'achat par une personne non autorisée et le fait qu'il agira dorénavant comme seul intermédiaire. Même s'il ne s'agit pas d'une obligation formelle, il serait par ailleurs souhaitable que le courtier du vendeur en informe le service d'assistance de l'OACQ, afin que ne soit pas tolérée une situation de pratique contraire à la déontologie, surtout ou encore même de l'exercice illégal, si c'est le cas. C'est ce qui conclut la 5e question. Allons-y avec la 6e. Est-il nécessaire de vérifier à nouveau l'identité de mon client si celle-ci a été faite dans le cadre d'une transaction précédente survenue il y a plus de 6 mois? Alors, soit que A, non, de toute façon, la vérification d'identité est obligatoire seulement lors d'une transaction en courtage immobilier résidentiel, ou encore B, non, lorsque l'identité d'une partie a déjà été vérifiée, il n'est pas nécessaire de la vérifier à nouveau, ou encore à C, oui, si la dernière vérification date de plus de 6 mois, et finalement, peut-être D, oui, chaque fois que vous agissez à titre d'intermédiaire dans une opération de courtage, vous devez vérifier l'identité des parties. Alors, je récapitule. Est-il nécessaire de vérifier à nouveau l'identité de mon client? Soit A, non, la vérification d'identité est obligatoire qu'en courtage immobilier résidentiel. Ou encore B, non, il n'est pas nécessaire de la vérifier à nouveau. Encore C, oui, si la dernière vérification date de plus de 6 mois. Et finalement D, oui, vous devez toujours vérifier l'identité des parties. Ça bouge un petit peu dans les réponses. C'est intéressant. Oui, tout à fait. Alors, Nicolas. Alors, la bonne réponse était B. Non. Lorsque l'identité d'une partie a déjà été vérifiée, il n'est pas nécessaire de la vérifier à nouveau. Chaque fois que vous agissez à titre d'intermédiaire dans une opération de courtage, vous devez vérifier l'identité des parties. C'est obligatoire. La loi sur le courtage immobilier rend également obligatoire la vérification d'identité en matière de courtage locatif. Cependant, lorsque l'identité d'une partie a déjà été vérifiée, il n'est pas nécessaire de la vérifier de nouveau si elle est reconnue dans le cadre d'une activité subséquente qui nécessiterait habituellement de vérifier son identité. Vous devez alors indiquer au dossier qu'une vérification préalable a déjà été faite. Notez que depuis le 1er juillet dernier, le CANAF a mis en place de nouvelles mesures.
Pour toute question concernant ces modifications, nous vous invitons à prendre connaissance des nouvelles directives sur le site Web de CANAF. D'ailleurs, l'OACIQ dévoilera prochainement la ligne directrice portant sur la prévention du blanchiment d'argent, du financement des activités terroristes et de la fraude immobilière. Il s'agit d'une interprétation de la loi, d'un outil de référence permettant de fonder vos décisions, notamment sur le plan de la conformité. Elle vulgarise le cadre législatif et réglementaire du courtage immobilier. Elle clarifie les attentes de l'OACIQ et énonce les bonnes pratiques encouragées, notamment en matière de vérification. C'est par l'entremise du proactif que nous vous informerons de sa disponibilité. Également, dans le cadre du cycle 2021-2023 du programme de formation continue obligatoire, vous devrez suivre la formation obligatoire Lutte au blanchiment d'argent dans le courtage immobilier, le détecter, le prévenir et respecter ses obligations. Visitez simbad.com/PFCO pour tous les détails. Ce qui nous amène à la question 7. Un acheteur souhaite acquérir un local commercial détenu en copropriété divise. Vous devrez alors faire des vérifications diligentes et lui transmettre de l'information afin de le guider dans sa décision. Quelles informations devrez-vous colliger? 5 choix de réponse. A. Les documents de copropriété, règlement de l'immeuble, informations financières, procès-verbaux. B. L'usage possible de la fraction commerciale. C. La répartition des charges. D. La participation aux décisions, aux propriétés mixtes. Et E. Toutes ces réponses. Alors, je reviens sur la question. Un acheteur souhaite acquérir un local commercial détenu en copropriété divise. Vous devrez alors faire des vérifications diligentes et lui transmettre de l'information afin de le guider dans sa décision. Quelles informations devrez-vous colliger? A. Les documents de copropriété. B. L'usage possible de la fraction commerciale. C. La répartition des charges. D. La participation aux décisions. Et E. Toutes ces réponses. Eh bien, je pense qu'on a presque un 100% ici, parce qu'effectivement, ce sont toutes ces réponses qui étaient la bonne réponse. Un client acheteur doit toujours faire ses vérifications et diligentes, et ce, peu importe le type d'immeuble qu'il souhaite acquérir. En termes de vérification des documents et des informations à cet égard-là, le courtier doit demander au vendeur ou au syndicat de copropriété tous les documents pertinents à la prise de décision de l'acheteur. Cela inclut le règlement de l'immeuble, l'information financière, à savoir le fonds de prévoyance, à quelle hauteur est-il, existe-t-il, le budget, le fonds d'auto-assurance, qui est une nouveauté et qui doit effectivement exister, et plusieurs autres éléments. Les procès-verbaux aussi sont très importants des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée des copropriétaires, et probablement plus encore. L'usage possible de la fraction commerciale, ça c'est très important pour l'acquéreur. Le courtier doit aider son client à vérifier s'il peut exploiter son entreprise dans l'immeuble en copropriété, puisqu'un copropriétaire commercial ou non peut user librement de sa partie privative et des parties communes en autant qu'il respecte le règlement de l'immeuble et qu'il ne porte pas atteinte aux droits des autres propriétaires ou copropriétaires et que la destination de l'immeuble également est respectée. Les composantes de la destination d'un immeuble sont définies par une clause de l'acte constitutif, qui est une des 3 parties de la déclaration de copropriété, souvent intitulée « Destination de l'immeuble ». Cette clause constitue un facteur primordial dans l'analyse de la destination de l'immeuble. D'ailleurs, la destination de l'immeuble peut imposer aux copropriétaires un usage exclusivement résidentiel, commercial ou même industriel, à des fins d'exercice d'une profession libérale, possiblement aussi, et donc c'est à valider. Si l'immeuble est à vocation uniquement résidentielle, il est évident qu'aucun commerce ne peut s'y établir. Ceci étant, ce n'est pas parce que l'immeuble est à usage mixte et l'unité à destination commerciale que tout commerce peut s'y établir. C'est l'ensemble de déclarations d'une copropriété qui définit ce qu'est une destination. Alors, à cet égard-là, sur les conditions de jouissance, les parties privatives, les parties communes et les parties communes à usage restreint, tout ça est important. Nicolas? Plusieurs déclarations comprennent un article qui limite l'usage qui peut être fait des parties privatives commerciales
tels que, par exemple, l'usage commercial devra se limiter au secteur suivant: bureaux, fleuristes, ateliers ou des activités du même genre. Vous devrez vous assurer de vérifier l'existence d'une telle clause et en informer votre client. La répartition des charges. Comme pour les unités résidentielles, les charges communes, ou communément appelées frais de condo, doivent être réparties entre les copropriétaires, commerciaux comme résidentiels, en fonction de la valeur relative de leur fraction. Aucun autre mode de répartition des charges communes n'est possible. La participation aux décisions. Dans le cadre de copropriétés mixtes, les copropriétaires des unités commerciales ont souvent des priorités différentes de celles des copropriétaires résidentiels, notamment par rapport au budget de la copropriété ou aux travaux. La prise de décision en copropriété se fait soit par le conseil d'administration, soit par l'assemblée des copropriétaires. Les décisions relatives au budget de la copropriété et aux travaux effectués relèvent, dans la très grande majorité des cas, du conseil d'administration. Il est donc pertinent de vérifier si la déclaration prévoit la ou les parties privatives commerciales qui pourront nommer un administrateur au conseil d'administration afin de leur assurer une certaine représentation. Une autre manière d'assurer cette représentation est de prévoir à la déclaration que les copropriétaires devront être élus à titre d'administrateur au moins un copropriétaire d'une partie privative commerciale. Alors, maintenant, prochaine question. Conclusion. Conclusion. Alors, nous sommes déjà rendus à cette étape. Alors, avant tout, merci à tous pour votre participation. Nous vous rappelons que simbad.com est rempli d'informations et d'outils nécessaires à votre pratique quotidienne, comme des foires aux questions, des articles et des sujets variés, des clauses types et des vidéos informatives. Comme indiqué, la ligne directrice sur la prévention des conflits d'intérêts est maintenant disponible sur simbad.com et celle sur la prévention du blanchiment d'argent le sera sous peu. Il ne s'agit pas de nouvelles obligations, mais plutôt d'outils pour vous aider et où on nous donne des exemples concrets de bonnes pratiques et qu'on vulgarise la législation en vigueur. Notez également qu'un guide de pratique professionnelle sur les risques environnementaux est en cours de préparation. La consultation du bulletin hebdomadaire Le Proactif est un incontournable puisqu'il s'agit du moyen de communication privilégié par l'OACIQ pour vous transmettre de l'information à jour en lien avec votre pratique. Si vous avez des questions sur votre pratique professionnelle, vous pouvez contacter votre dirigeant d'agence ou encore l'équipe d'Info OACIQ. Maintenant, je vous inviterai à cliquer sur l'onglet « En direct » situé en haut à droite de votre écran, puisque dans les prochaines minutes, nous y présenterons la discussion sur l'évolution des besoins des consommateurs et l'impact sur la pratique du courtage immobilier. Bonne continuation. Merci.